Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. À la une de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent soumis au stress géopolitique, même si on voit au moment où on se parle des indices européens qui sont en train de remonter très nettement pour même passer en positif à mi-séance après une ouverture compliquée. On est allé tester des zones techniques importantes sur le CAC 40 autour de 6630 points et le CAC se redresse désormais et vient à nouveau coller au niveau des 6800 points. Voilà pour la volatilité de marché du jour et le stress géopolitique qui reste évidemment un driver de court terme important pour les investisseurs. Nous aurons l'occasion d'en parler dans un instant avec Bastien Dreux, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone. Du côté des entreprises, l'idée de voir un jour Porsche en bourse prend peut-être un peu plus de corps aujourd'hui après une communication du groupe Volkswagen à ce sujet. Volkswagen qui confirme que si l'idée n'est pas nouvelle, elle est bel et bien sur la table aujourd'hui, quand bien même une décision finale n'a pas encore été prise à ce sujet. Parmi les évaluations qui circulent, certains estiment que le dossier Porsche en bourse pourrait peser entre 60 et 85 milliards d'euros pour une capitalisation boursière totale du groupe Volkswagen qui est aujourd'hui autour de 110 milliards d'euros. L'IPO de Porsche serait ainsi une des plus importantes introductions en bourse en Europe de l'histoire récente. Voilà pour les sujets d'entreprise. Et puis nous évoquerons bien sûr la stratégie d'investissement dans un contexte compliqué avec la crise géopolitique, mais un contexte de marché qui était déjà compliqué avant les tensions autour du dossier ukrainien. Et c'est Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui sera avec nous en plateau pour évoquer cette situation de marché et la stratégie d'investissement à laquelle on peut réfléchir pour 2022. Et donc des marchés qui continuent d'évoluer au gré des tensions et du stress géopolitique dans le dossier ukrainien, bien sûr. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Si l'indice parisien a amorcé la séance par une chute de 2%, il réduit ses pertes désormais. Même tonalité pour l'ensemble des grands marchés actions mondiaux, en recul après l'annonce de Vladimir Poutine de la reconnaissance de 2 républiques séparatistes en Ukraine et d'une opération de maintien de la paix de l'armée russe, annonce qui devrait conduire les pays occidentaux à sanctionner Moscou. À noter que la bourse de Moscou est la plus touchée avec une chute de près de 4% pour l'indice MOEX. Le secteur européen du pétrole et du gaz est le seul à évoluer en territoire positif. Les cours du pétrole poursuivent donc leur ascension vers le seuil des $100 après un pic de 7 ans à 99,38 $. À Paris, Total Energy est en hausse, soit l'une des 2 seules du CAC avec Worldline. Le spécialiste des paiements électroniques confirme ses principaux objectifs financiers après avoir dépassé les attentes au 4e trimestre. La plus forte baisse de l'indice parisien est pour Renault, propriétaire du constructeur russe Avtovaz. Le groupe français est particulièrement exposé aux risques géopolitiques. Dans le même secteur, Valeo et Plastic Omnium évoluent dans le rouge. Société Générale, autre grand groupe présent en Russie, est en net recul. Ailleurs, en Europe, le groupe bancaire autrichien Raiffeisen Bank a cédé plus de 10% dans les premiers échanges et l'italien Unicredit près de 5%. Et puis, s'agissant des autres valeurs à suivre à Paris, Edenred bondit. Le spécialiste des titres de paiement a confirmé ses objectifs pour 2022 après avoir publié pour 2021 des résultats qualifiés de records. A contrario, Eurofins Scientifique recule. Le spécialiste de la bioanalyse a relevé ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 et s'est fixé de nouveaux objectifs pour 2024 en tablant sur une croissance organique annuelle moyenne de 5% et un chiffre d'affaires potentiel issu des acquisitions de 250 millions d'euros par an. Sur le plan macroéconomique enfin, cet après-midi, 3 indicateurs américains animeront la séance. L'indice S&P CoreLogic des prix de l'immobilier en décembre, l'enquête PMI Market d'activité manufacturière de février et puis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le même mois. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Marché et stress géopolitique, c'est donc le sujet du moment depuis quelques jours maintenant. Nous en parlons avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot déjà du niveau de stress qu'on peut observer dans les marchés financiers, en lien bien sûr avec le dossier ukrainien ces derniers jours. C'est vrai qu'au moment où on se parle, les indices européens sont à l'équilibre et donc le niveau de stress n'est peut-être pas aussi visible que ce qu'on pourrait craindre. Qu'est-ce qu'on peut dire néanmoins de l'attention que les marchés financiers portent à cette situation ? Alors, ce qui s'est passé hier et puis ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui, ça accroît très fortement l'incertitude. L'incertitude qui était déjà sur des niveaux très élevés. Il y a quelques indicateurs qui existent et on revient sur des niveaux qui sont vraiment très très élevés. Ça induit surtout un mouvement risk-off très net hier sur les marchés actions qui étaient en nette baisse. On avait des taux qui étaient en nette baisse. Ceci dit, on voit aujourd'hui que on a finalement des marchés qui se stabilisent. Si on regarde les marchés actions, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains, donc si on regarde les futurs pour les marchés américains parce que c'était fermé hier les marchés américains, on revient sur les plus bas niveaux depuis juin-juillet 2021. On a quand même des baisses de 8 à 9% depuis le début de l'année pour les marchés actions. Maintenant, quand on regarde les marchés obligataires, les taux longs ont baissé, mais au final pas tant que ça. On sent que l'obligataire souverain ne joue que modestement son rôle de valeur refuge, notamment parce qu'on est dans une phase de normalisation de la politique monétaire un peu partout. Sur le marché des changes, c'est pareil, pas forcément grand chose à signaler à part évidemment une assez nette dépréciation du rouble hier, mais qui reprend un peu de couleur aujourd'hui. Et finalement, les variables qui réagissent le plus à ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est vraiment les matières premières et l'énergie. Ouais. On voit bien que le baril de Brent est quasiment revenu à $100, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2014. C'est évidemment parce que la Russie, c'est le deuxième exportateur mondial en ce qui concerne le pétrole brut, mais ça se voit aussi sur des matières premières agricoles, comme par exemple le blé, où la Russie est très largement le premier exportateur mondial de blé, et on voit que les prix ont assez fortement sont en hausse aujourd'hui, et on n'est pas très loin des plus hauts niveaux historiques en ce qui concerne le blé. Donc ça, c'est aussi l'un des éléments qu'il faut suivre dans la perspective, pour les perspectives d'inflation. À travers le niveau élevé du prix des matières premières et de l'énergie notamment, au regard de la dépendance européenne vis-à-vis de l'énergie, le gaz notamment, produit par la Russie aujourd'hui, Bastien, partant d'une situation d'approvisionnement énergétique déjà très dégradée en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire du risque macroéconomique pour l'Europe généré par cette situation ? Alors c'est vrai que c'est un risque macroéconomique, cette hausse des prix de l'énergie. Et comme vous le dites, ce n'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. On est entré déjà vers la fin de l'été dans une crise énergétique majeure en Europe. Si on regarde par exemple le prix du gaz naturel en Europe, il est à 3 fois son niveau moyen des 20 dernières années. C'est à peu près la même chose pour le prix de l'électricité. Et l'une des causes de cette forte augmentation des prix du gaz et l'électricité, c'était déjà la Russie qui a fortement réduit ses livraisons de gaz à l'Europe vers la fin de l'été pour justement faire pression sur les autorités européennes et allemandes en particulier pour avoir une accréditation rapide du gazoduc Nord Stream 2. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, donc ça c'était à partir de septembre, et on vient d'apprendre que le gouvernement allemand n'allait pas accréditer justement ce gazoduc Nord Stream 2. Donc on peut anticiper que on conserve en Europe des prix de l'énergie en général qui soient très élevés. Donc en fait, c'est pas du tout qu'une histoire de prix du pétrole, c'est aussi ça va beaucoup plus loin que ça. Ça concerne les prix du gaz naturel, ça concerne les prix de l'électricité. Ça vient donc renforcer un risque macro, mais qui est déjà quand même très très bien présent. Et quand on calcule les contributions
à l'inflation européenne, eh bien, le gaz naturel plus l'électricité, ça vaut autant en ce moment que le pétrole en ce qui concerne les contributions à l'énergie, à l'inflation. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même un sujet assez global, quoi. Ouais. On est déjà dans quelque chose de récessif, là, du point de vue des prix de l'énergie pour la croissance européenne. Alors, on a la chance d'avoir une forte croissance quand même devant nous, avec des économies en Europe qui sont en train de finaliser leur rattrapage. Donc, cette force-là, elle existe, Bastien. Est-ce qu'encore une fois, la persistance de prix élevés à ces niveaux et de prix de l'énergie, est-ce qu'à un moment, ça va se retrouver dans des chiffres économiques qui seraient peut-être moins forts ? Là, on a des signaux qui sont quand même assez contradictoires. On a vu hier des PMI qui étaient en Europe, qui étaient très très bons, on est revenu à un plus haut de 5 mois en ce qui concerne les PMI de la zone euro. Bon, après, il y avait eu l'impact Omicron, donc qui maintenant commence à être derrière nous. Maintenant, les prix de l'énergie qui sont très élevés, ça peut évidemment retirer quelques dixièmes aux prévisions de croissance, mais on ne se retrouve pas non plus dans une situation où on a une récession qui s'annonce devant nous en Europe. Maintenant, il faut vraiment rester très attentif à ce qui se passe en Ukraine. Si on avait devant nous une escalade encore supérieure et qu'on s'orientait vers un conflit majeur, là, ça pourrait déboucher sur des prix de l'énergie qui seraient encore bien plus élevés que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est dans ce cas-là qu'on pourrait imaginer une situation de récession en Europe, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on arrive à raisonner, si on reste dans l'idée d'être un investisseur rationnel, Bastien, est-ce qu'on arrive à raisonner sur l'idée d'une invasion plus profonde de l'Ukraine par la Russie, pour dire les choses simplement ? En face de ça, il y a quand même visiblement une nouvelle série de sanctions économiques et financières qui vont être mises en place par les Occidentaux contre la Russie. Est-ce que c'est déjà une barrière qui crée une limite peut-être à ce risque géopolitique aujourd'hui, ou est-ce que le sujet est ailleurs ? Je pense que de toute façon, il faut rester attentiste. Donc nous, on avait assez peu d'exposition au risque dans les portefeuilles diversifiés. Il faut rester attentif à ce qui va se passer en termes des annonces de sanctions. Après, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce que finalement la Russie veut faire sur ces deux régions séparatistes. Est-ce qu'elle veut contrôler uniquement les parties qui étaient déjà contrôlées par les séparatistes ? Est-ce que on parle d'une indépendance, de la reconnaissance de l'indépendance de toutes les régions administratives? Ça, il y a encore une incertitude là-dessus. Est-ce que la Russie veut aller plus loin que ces deux régions? Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui se posent. On ne sait pas jusqu'où vont aller les sanctions. On peut parler de sanctions qui vont bien plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut en ce moment rester relativement attentiste et voir ce qui va se passer avant de reprendre des décisions importantes en ce qui concerne avant de reprendre du risque. À propos de décisions importantes, Bastien, on verra comment la situation aura évolué d'ici le 10 mars prochain, date de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Mais on peut imaginer que les décisions à prendre, ne seront pas faciles à prendre dans un contexte de tensions géopolitiques, avec ce que ça implique, notamment pour l'Europe, à travers les prix de l'énergie. On vient d'en discuter. Ça va être une réunion compliquée pour la Banque centrale européenne, on peut le dire j'imagine, Bastien. Oui, les choses vont être très compliquées pour la BCE, parce qu'elle avait indiqué que ce Conseil des gouverneurs de mars marquerait un tournant, et c'est là que serait annoncée une fin prématurée des achats nets d'actifs, et qu'on aurait un éventuel signal sur des hausses de taux directeurs. Ceci dit, il y aura les nouvelles prévisions économiques, et les nouvelles prévisions économiques, donc les prévisions de croissance et les prévisions d'inflation, vraisemblablement, elles ne prendront pas en compte ce qui vient de se passer, parce que les niveaux de référence qui sont utilisés pour le pétrole, c'est plutôt les niveaux de la semaine dernière, c'est plutôt les niveaux d'il y a 2 semaines, et ce ne sera pas les niveaux de cette semaine. Donc finalement, les prévisions économiques des économistes de la BCE ne prendront pas du tout en compte ce qui
qui vient de se passer, et il s'agira beaucoup plus d'une appréciation des gouverneurs par rapport à la situation politique que de prévisions économiques, quoi. Donc je pense qu'on devrait s'orienter vers une situation où la BCE va garder le cap de la normalisation, et c'est vraiment dans le cas d'une escalade supplémentaire et d'un conflit majeur que le Conseil ajustera. Mais là, on va plutôt, je pense que la BCE va plutôt garder le cap de la normalisation de la politique monétaire. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet éclairage sur la situation de marché donc confronté à ce stress géopolitique depuis plusieurs jours maintenant. Bastien Druck est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Essayons à présent de prendre un peu de distance par rapport à ce risque géopolitique qui rend encore un peu plus compliqué la situation de marché. C'est Patrick Guérin qui est à mes côtés en plateau pour discuter de la situation justement de marché, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Oui, je le disais, je le laisse sous-entendre. La situation de marché était déjà un peu plus compliquée avant même la tension et les tensions géopolitiques autour du dossier ukrainien. Si on revient à la situation qui prévalait précédemment, il y a encore quelques jours, on était déjà dans une situation de marché compliquée. Oui, les cartes avaient été déjà complètement rebattues depuis le début de l'année, en fait, avec toute la politique monétaire qui était complètement remise en cause et de manière un peu inattendue, il faut bien le reconnaître. Les marchés ont très rapidement, on s'en souvient, réagi plutôt négativement, évidemment, à un changement dans la donne monétaire, et c'était quelque chose qui n'a fait que s'accroître avec le risque géopolitique qu'aujourd'hui on connaît. Quelle lecture est-ce que vous faites justement de cette situation de marché ? Parce que, on le disait encore avec Bastien, quand on regarde les indices européens, finalement, on est en baisse de 4-5% depuis le 1er janvier. Ce qui paraît pas traumatisant à ce point-là. Quand on regarde sous la surface, en revanche, visiblement, il y a des mouvements beaucoup plus violents. Oui, les plaques tectoniques sont plus fortes, effectivement, puisque les indices, c'est une chose, mais on part d'une situation déjà 2021 qui était tout à fait exceptionnelle. Alors, il a fallu un peu de temps pour digérer la dégradation des conditions générales. Mais quand on regarde dans le détail, effectivement, au sein des indices, l'évolution des secteurs et même au sein des secteurs, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas raisonner de manière simpliste en disant, par exemple, en 2021, le luxe, c'était quelque chose qu'il fallait avoir dans les portefeuilles absolument, et 2022, il ne faut plus l'avoir. Ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on voit, par exemple, que si on s'intéresse simplement au CAC 40, eh bien, au sein du luxe, la valeur vedette 2021, je parle d'Hermès, connaît un parcours qui est un peu heurté depuis le début de l'année, alors même que la publication des chiffres de l'année 2021 a été simplement exceptionnelle. A contrario, LVMH et Kering, qu'on a tendance à comparer un peu, eux connaissent une situation un peu moins défavorable. On est autour de -8 pour ces deux derniers, quand on est à -20 pour Hermès. Donc, pour un investisseur, c'est pas évident d'accepter ça. Et pour autant, que faut-il faire ? Faut-il lâcher le bébé avec l'eau du bain ? Faut-il dire, fini le luxe, pour simplifier, caricaturer? Je ne crois pas. Comment on explique déjà la situation là, entre les dossiers que vous avez cités ? Pourquoi est-ce que Hermès ne connaît pas le même sort que LVMH ? Pourquoi est-ce qu'on tape plus sur Hermès aujourd'hui dans le marché ? Il y a des raisons qui sont propres à Hermès et aux chiffres de 2021 qui ont un peu déçu dans le segment maroquinerie, puisque la demande est tellement forte, paradoxalement, que l'entreprise ne peut pas y faire face. Donc les marchés ont sanctionné, ce qui est quand même un peu aberrant, mais c'est comme ça, ont sanctionné cette situation. Et puis, il faut aussi avoir présent à l'esprit que Hermès est une capitalisation plus petite que les deux précédentes, et que son entrée dans la cour des grands, si j'ose dire, qui date de l'année dernière, de la fin de l'année dernière, lui a finalement été plutôt défavorable, paradoxalement, puisque comme c'est un titre qui est très valorisé, la hausse des taux et la désaffection pour les valeurs de croissance, c'est quelque chose qu'elle a subi de plein fouet, et beaucoup plus fortement en termes de performance que les deux autres. On dit la normalisation des multiples, c'est ça, Patrick ? Voilà, les multiples se normalisent, les multiples trop élevés sont en train de baisser un petit peu. Comment
raisonne ou comment on rationalise cette situation sur le plan de l'investissement et même, j'allais dire, dans les conversations que vous avez avec vos clients privés. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la gestion privée. C'est que vous avez ce contact quasi quotidien, permanent avec vos clients. Quelles sont leurs interrogations et quelles sont les questions auxquelles il vous faut répondre? La principale des difficultés que nous rencontrons, c'est que les clients ont dans l'ensemble été extrêmement satisfaits de l'année 2021. C'est vrai qu'on a réussi à leur fournir des performances de grande qualité et qu'ils ont vu depuis le début de l'année 2022, en à peine 2 mois, une partie de ces gains s'effondrer, ce qui est pour un investisseur privé très compliqué à accepter et à comprendre. Donc c'est à nous de faire un travail de pédagogie et d'essayer de resituer leur investissement sur une durée un peu plus longue, puisqu'un investisseur en action, il n'est pas investisseur à 3 mois. Ça, c'est un principe qu'il faut rappeler, mais on a parfois tendance à l'oublier. Et donc, quand on est prêt à prendre des risques sur les marchés, on doit absolument, c'est vraiment indispensable, raisonner sur une période de 3 à 5 ans. Donc, évidemment, là, on est sur un concentré de risques. Les risques liés à la politique monétaire, les risques géopolitiques, qui font qu'évidemment, les marchés réagissent brutalement. Et l'impact sur les performances, il est lui aussi extrêmement violent. Donc, à nous d'essayer de faire de la pédagogie et de resituer leur parcours d'investisseurs sur une durée un peu plus longue. Et moi, je ne vois pas d'autre solution, en tout cas chez Bordier, on ne voit pas d'autre solution pour les rassurer que de leur expliquer que les entreprises dans lesquelles nous sommes investisseurs, et donc eux aussi, par conséquent, sont des entreprises qui sont de qualité, qui subissent une forte désaffection depuis le début de l'année, pour les valeurs de croissance que nous affectionnons particulièrement, comme vous le savez, qui ont, pour certaines d'entre elles, des décrochages de l'ordre de 10 à 20%, ce qui est énorme en 2 mois. Mais il faut bien comprendre que ces sociétés dans lesquelles nous sommes investisseurs présentent un parcours et un profil de grande qualité. Alors évidemment, il y a la normalisation des multiples dont vous parliez il y a quelques instants, qui fait effectivement souffrir beaucoup, mais il est vraiment important de regarder sur une durée un peu plus longue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés perturbent complètement cette lecture. Ouais. Si on a cet horizon de temps, 3 à 5 ans en tête, est-ce qu'on arrive à regarder à travers ce concentré d'inquiétude, comme vous dites aujourd'hui, Patrick? Est-ce qu'on arrive à monter le mur des craintes, à regarder au-delà? Et est-ce que, sur de grandes valeurs patrimoniales, encore une fois, ce qui fait le portefeuille d'un client privé chez Bordier, mais en général, Oui. Est-ce qu'on a déjà des zones d'intervention? Alors, je ne cherche pas le timing parfait, bien sûr, mais encore une fois, vous l'avez dit, c'est déjà des mouvements de retracement qui sont importants. Hermès, j'ai regardé par rapport au pic de novembre 2021, c'est 30% de baisse. Ça n'arrive pas souvent quand même, 30% de baisse en 3 mois sur un titre comme Hermès. C'est assez inattendu, en effet. Et il faut donc accepter de se replacer, comme je le disais tout à l'heure, dans une perspective un peu plus longue. Et surtout, il faut essayer de garder son sang-froid le plus possible. C'est-à-dire que je pense en effet que à ces niveaux de prix, c'est probablement une bonne occasion pour commencer à accumuler, mais le faire évidemment avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence, compte tenu du contexte que nous connaissons. Donc, en revanche, ce que j'essaie d'expliquer aux clients que je rencontre, c'est que ce ne serait pas forcément opportun en ce moment de perdre patience et de sortir des marchés, parce que la volatilité est vraiment trop forte, donc ce ne serait pas raisonnable. Et est-ce qu'on a envie d'accompagner également, et je sais qu'on en a déjà parlé, des mouvements, des dynamiques un peu plus cycliques peut-être sur les marchés, et ça c'est l'idée aussi que vous défendez. On trouve de la qualité, de la visibilité dans une partie plus cyclique du marché. Est-ce que c'est vrai encore à ce stade, Patrick? Oui, c'est vrai, mais on reste quand même extrêmement prudent, parce qu'on n'a pas du tout envie de revivre l'expérience de 2021, du printemps 2021, au cours de laquelle les marchés ont adoré les values et les ont subitement lâchés. Le changement de pied a été brutal. Très, très violent, très violent. Donc, être présent sur les valeurs cycliques, oui, mais sur les valeurs qui selon nous, ne présente pas un profil suffisamment rassurant sur le long terme, probablement pas. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand on atteint un certain niveau de stress,
on voit quand même, après des baisses conséquentes, on voit quand même des investisseurs qui reviennent vers cette qualité. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour employer un anglicisme que j'essaie d'éviter de manière générale, c'est le flight to quality, c'est-à-dire que vraiment les investisseurs se précipitent vers les belles valeurs patrimoniales que vous évoquiez lorsqu'ils ont le sentiment que finalement le plus dur est passé. Je ne sais pas si ça va être le cas durablement, ce serait bien présomptueux de le dire, mais en tout cas c'est ce qu'on observe aujourd'hui et c'est intéressant. Ouais. Effectivement, un peu d'aversion pour le risque, donc qui ramène les investisseurs sur des papiers obligataires. On a vu quand même les taux se détendre un peu. On n'est pas retombé à 1,50 sur le 10 ans américain, loin de là. Ça reste quand même assez ferme, autour de 1,90, 2%, mais on a vu un peu de détente. Et donc, mécaniquement, on voit aussi des valeurs à duration qui redeviennent un peu plus intéressantes pour les investisseurs dans cette période de stress qui perdure, même si on voit des indices européens qui restent plutôt à l'équilibre en cette mi-séance en Europe. Merci beaucoup Patrick, merci d'avoir été avec nous pour analyser avec nous ce marché compliqué. Patrick Guérin qui était à mes côtés, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart pour 1 heure.